Bonjour, c'est Samuel. Et Laure. Je me présente, moi je m'appelle Samuel, je suis développeur et artiste. Et moi, je suis illustratrice et la femme de Samuel. Et aujourd'hui, le thème qu'on voulait aborder, c'est justement le métier d'illustratrice. Ma première question, ma chérie, c'est du coup tes débuts. C'est quoi le premier truc est-ce que ton premier souvenir qui remonte à l'illustration? Mon premier souvenir qui remonte à l'illustration, je dirais que c'est toi, hein. Parce qu'en fait, je travaillais dans une agence de graphisme. J'avais fait mes études pour avoir un salaire à la fin de chaque mois et en fait, ça me correspondait pas du tout, ce milieu-là. Du coup, j'allais très mal dans l'agence où j'étais. Et c'est grâce à toi que j'ai pu en sortir. En gros, Sam m'a dit: «Bon écoute maintenant, quitte ce boulot, tu vas pas bien, et tu vas faire que de l'illustration» et on n'avait pas d'enfants, donc c'était le moment où on pouvait, faire, on risquait rien, quoi. Oui, on pouvait se jeter à l'eau. Et du coup, avant ça, avant tu t'es jamais dit que tu voulais faire de l'illustration, toi le dessin, c'était du graphisme en gros? Mais Ah pas, oui, non, non, ça faisait partie de ma vie. C'est quand tu veux dire par rapport à quand j'étais enfant? ouais. Ah oui, bah, j'ai toujours dessiné. Je me souviens que quand j'étais chez la nourrice, j'étais pas à l'aise chez elle, mais dès qu'elle sortait sa boîte de crayons de couleur, il y avait une odeur et juste le fait de toucher les crayons de couleur, l'odeur de cette boîte et le papier, c'est un souvenir de dingue. Ah, c'est Ça marrant, m'apaisait. Ouais, j'en avais jamais parlé de ça. excellent. Donc ensuite, tu fais des études de enfin, de gra de Des études d'art dans un premier temps sans forcément, de spécialité. Ensuite, j'ai demandé à faire du stylisme parce que j'adorais dessiner les personnages et les grandes robes, mais la couture, c'était pas trop mon truc et j'ai trouvé une école, de graphisme, donc communication visuelle. Je me disais que dans la pub, j'allais pouvoir faire de l'illustration, ce qui est pas le cas. C'est ça a été un tout beaucoup petit peu quand J'ai même, réussi sur certains projets à ouais, pouvoir apporter de l'illustration, mais c'est quand même beaucoup de mise en page, de logos, oui, tu t'es vite rendu compte que l'illustration, c'était qu'une toute petite partie que tu voilà, pouvais c'est ça. prester dans ce boulot-là. Et j'ai souvenir dans tes premiers projets, hein, quand tu travaillais en agence, que tu arrivais à y mettre un peu d'illustration. Par contre, tu, faisais de la peinture que tu exposais, tu faisais des toiles que tu mettais dans les marchés de nuit? Oui, c'est ça. Ouais, assez tôt, j'ai commencé, c'est quand j'étais, quand je faisais mon BTS, communication visuelle justement, j'avais toujours peint et je me souviens, j'étais chez ma grande sœur, je faisais des peintures acryliques sur des planches en bois et il y avait elle habite pas loin de la mer, donc il y avait un marché de nocturne, l'été à la Bernerie-en-Retz et j'exposais, toutes mes peintures que je vendais, à des petits prix, hein. Ça devait être, entre 10 et 70 € le cadre. Et le jour où il y a quelqu'un qui est arrivé et qui m'a pris le cadre à 70 €, j'en revenais pas. D'ailleurs, dès que je vendais une peinture, j'en revenais pas. Même 10 €, j'étais: «Ah waouh, il y a quelqu'un qui a mis 10 € parce que moi, je me voyais vraiment comme la débutante qui fait ses petites peintures dans son coin et je sais que ça a été une très, très belle expérience. Donc pour revenir du coup, métier illustratrice, donc école d'art, entrée en agence, tu te rends compte que c'est pas ça qui te fait vivre et même ça t'enfonce un peu, alors si tu fais une dépression un peu dans l'agence. Mmh. Du Grosse coup dépression. ouais, du coup, direction on tente, l'aventure de se mettre, à son compte. Est-ce que tu te rappelles de ton premier livre? Oui, tout à fait. Ça s'appelle La Machine d'Octave. Je sais pas si tu te rappelles, on était dans un petit appart avec Sam et j'avais fait plein de récupérations de pièces. Il y avait des boulons, enfin voilà, vraiment plein de pièces de récup qu'on peut trouver dans les garages, des papas, les ateliers. Et donc j'avais plein de pièces comme ça et j'avais créé, tout un univers, donc j'utilisais de l'acrylique et par-dessus je créais mes personnages en fait avec toutes ces pièces de récup. J'avais créé l'histoire, aussi de Octave, c'était un garçon qui s'ennuyait énormément chez lui, il allait voir tous les gens de sa famille et puis tout le monde était dans son coin à faire son petit truc et en fait il va créer une machine qui va changer la vie de sa famille. Et j'avais pas assez confiance en moi, donc j'avais demandé à une auteure que j'avais rencontrée sur le blog, de réécrire le texte, enfin en tout cas de le corriger, de l'améliorer. Donc voilà et ça a été ma toute première parution dans une maison d'édition qui a coulé juste après, mais au moins j'avais reçu 10 exemplaires, du livre qui était très bien imprimé, qui Ouais. était beau, Il c'était était très beau chouette. ce livre. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que c'est le livre qui, vu que c'est du collage,
il a pas vieilli, je trouve. Moi, quand je le vois, C'est vrai? c'est voilà, c'est vraiment il est très artistique et du coup, là où ton style d'illustration, a évolué avec le temps, après tu as progressé forcément à faire ça, de ta vie entière, de faire cette activité principale, de faire que ça, mais ton trait d'illustration, là, on a sous les yeux, nous, toutes les livres de l'Or, toutes les couvertures de l'Or et en fait, on voit l'évolution au fil des années et donc celui-ci, du coup, vu que c'est du collage, il a l'avantage de pas vieillir. Et d'ailleurs, il a été réédité après, en Kamishibai, Ouais, il donc est toujours en en vente format, d'ailleurs. donc on présente aux C'est du enfants théâtre, de façon un peu théâtre, c'est principalement utilisé dans les écoles. Donc voilà, ça c'est la machine d'Octave. Donc lui, ouais, c'est marrant, je trouve qu'il est, d'ailleurs, c'est étonnant que le tout premier livre que j'ai fait, je l'ai fait avec cette technique-là. oui, Alors que je parce que rêvais de faire de l'illustration et au final, c'est pas tant de l'illustration puisque c'est du collage. Enfin, tu vois ce que je veux oui, dire? c'est sûr que ton premier livre jeunesse, tu ne l'as pas illustré, Je n'ai jamais refait ça après en plus. ouais, on a des choses qui s'en rapprochent un peu, on pourra en parler dans ta carrière. Il y a eu plusieurs, livres qui sont partis avec des masses de maquettes, mais c'est vrai que, vraiment uniquement comme ça, graphique, c'est le seul. Puis ensuite, on le voit sous les yeux, il y a une flopée de 1ers petits livres où tu as trouvé des petits éditeurs qui, à l'époque, ne payaient pas grand-chose, mais au moins te permettaient d'essayer, d'avoir Ouais, des c'est livres à ton ça. nom. Et en fait, les tout premiers livres, effectivement, je touchais rien, mais le fait de recevoir, des livres chez soi, en fait, ça donne du crédit. Parce que j'allais, au salon de Montreuil, par exemple, pour, montrer mes projets et juste pouvoir dire, bah, voilà, je suis éditée dans une maison d'édition, il y en a qui m'ont fait confiance. Ça donnait vachement de crédit et au-delà de ça, c'est que j'ai beaucoup appris parce que finalement, j'y pensais l'autre jour, je suis assez autodidacte, finalement dans l'illustration jeunesse. On peut pas dire que j'ai fait, Mmh. de cours d'illustration, J'ai travaillé le dessin quand j'étais à l'école, mais l'illustration, il a fait enfin, Hem, j'ai fallait que je trouve mon style. Enfin, je crois que mon style, je l'ai pas cherché en fait. Il était déjà là, donc ça allait. Mais voilà et faire un livre du début à la fin, en gardant le même personnage, en essayant qu'on le comprenne d'une page à l'autre, c'est un vrai gros travail en fait et ça, j'ai dû l'apprendre. Je sais pas si ensuite tu as envie de revenir sur des moments de ta carrière, là, le fait d'avoir tous les livres sous les yeux, s'il y a des choses, que tu as envie de commenter, des J'ai envie de parler, de Montreuil. La première fois, que alors, je juste, je dois te couper, mais Montreuil, parce que toi, c'est Montreuil, c'est tout de suite, ça veut dire quelque chose. Pour les gens, Montreuil n'est qu'une ville. Montreuil, c'est le lieu du salon d'illustration jeunesse, le plus gros salon d'illustration jeunesse en France. C'est le salon de Montreuil et donc nous, quand on parle de Montreuil, on pense pas du tout une seule seconde à la ville. La première chose qui nous vient à l'esprit, c'est cet immense salon qui est sur 2 étages dans un bâtiment qui est immense, dans lequel il y a les plus grosses maisons d'édition, mais pas que. Il y a aussi, plein de petites qui viennent, tenter l'expérience, d'avoir un bout des avec un petit bout de table. Il y a aussi une expo, il y a un troisième étage, un sous-sol où il y a à chaque fois des expositions, c'est vraiment très immersif, et la rencontre, auteur-éditeur alors je ne sais pas où actuellement ça en est, mais en tout cas à l'époque, il faisait cette rencontre, entre les auteurs et éditeurs qui permettait aux auteurs aux illustrateurs de venir montrer leurs books ou leurs idées de bouquins et d'avoir un regard d'éditeur et peut-être même de trouver un éditeur. Voilà, on avait le droit de choisir entre 3 éditeurs, donc ça permettait d'avoir un contact avec un gros éditeur, ce qui était pas enfin, qui semblait presque impossible. Tu venais toujours avec moi d'ailleurs, je crois, dans les salons, tu as Oui, toujours été avec je moi, hein? pense que je les ai tous faits, ouais. Du coup, la toute première rencontre que j'ai fait, ça j'aime bien, c'est souvent qu'on vient me demander comment s'est passé mon métier d'illustratrice et cet exemple-là, j'aime beaucoup le citer parce que ça montre qu'il faut jamais lâcher. Quand j'ai rencontré la toute première éditrice, donc c'était une, dame qui travaillait chez Fleurus, donc très grosse maison d'édition. Elle a tourné les pages de mon book, alors, elle a regardé, très vite mes illustrations, elle l'a refermé, elle me l'a glissé, me l'a tendu vers moi et m'a regardée et m'a dit: «Vous pouvez retourner apprendre à dessiner». Ça a été hyper violent à recevoir. Je voulais pas partir sur ça, donc je lui ai dit: «Bah, merci pour ce retour, mais est-ce que vous pourriez me dire ce qui ne vous plaît pas dans mon travail? Ce que je peux améliorer?» Donc voilà, je l'ai un peu obligée à aller plus loin, dans son truc, pas être juste méchante, quoi.
Donc comme vous imaginez, je suis repartie en pleurs, hein, c'était ça a été un peu violent, mais j'ai pas lâché. J'ai bossé pendant 1 an, pour plus qu'on puisse me faire ce genre de réflexion et l'année d'après, j'ai rencontré l'éditeur de chez Hachette de Coq d'Or. L'entretien s'est bien passé et puis bon, bah, souvent voilà, je demandais des conseils sans forcément attendre, plus que ça et 6 mois après, je recevais un mail d'Hachette qui me proposait de faire un livre avec eux. Enfin, c'était la boîte 100 filles. Donc j'étais mais aux anges, quoi. Je me suis dit: «Waouh!» Tu te rappelles, j'étais folle, quoi. Mmh. Je sautais partout, j'avais l'impression de rêver et ça a été un vrai succès ce coffret. Du coup, ils m'ont refait travailler derrière et j'ai été heureuse parce que, justement, tu parlais de souvenirs d'enfance. J'ai travaillé sur des blocs, de princesses où en fait je dessinais les personnages et dessus, on venait coller des robes au-dessus enfin voilà, c'était des petits mannequins et c'était des autocollants. Donc là, en plus, je me suis fait plaisir parce que c'était dessiner des personnages, dessiner des robes de princesse, et quand j'étais enfant, je sais pas si vous avez connu, j'adorais ça, il y avait des silhouettes en carton comme ça et on pouvait découper les vêtements, ils avaient des languettes et on pouvait changer les et ça, c'était magique pour moi. Donc le jour où j'ai fait ces livres-là chez, De Coq d'Or, ça, c'est un grand moment pour moi de l'édition. Oui et en plus, alors c'est marrant quand je vois sur le site, la boîte 100 filles, elle apparaît pas dans la liste. On a, mes premiers défilés de mode, mon album de princesse, je crée mon mariage de princesse et Petite princesse magicienne. Il y a eu 4, versions en autocollant et le tout premier coffret, ce qui est impressionnant, c'est qu'en plus, il a été vachement réédité, modifié. Ça en est devenu un jeu, pour Ouais. enfants. C'est devenu il y a eu plein de versions. Ce qui est drôle, Heu, c'est que ça a été un très, très grand succès. Il a été vendu à je ne sais pas combien d'exemplaires. Mais comme je touche 2 sur les ventes, je ne m'en suis pas rendu compte. C'est-à-dire que j'ai touché 1 300 et puis après je devais retoucher 200 € par-ci par-là. Mais du coup, c'est rien. Donc ça, c'est aussi une autre vérité du du métier d'illustrateur. Et oui, c'est une partie que je voulais beaucoup, explorer. Je sais pas si est-ce qu'on continue pour l'instant peut-être, de me parler de ta carrière et puis on parlera ensuite en Un autre détail de grand ça, moment de l'édition pour moi, si tu veux. j'en ai 2. En fait, j'en ai plein, mais je vais vous en donner 2. Et quand, j'aimais énormément mon prof de français de collège et on s'écrivait même des lettres, je me souviens, enfin bref, j'avais gardé un contact, sympa avec lui et en fait, je l'ai retrouvé par hasard sur, Facebook, mais des années après. On a discuté et en fait, on a fait un livre ensemble, Le poème de Nina et j'ai trouvé ça juste magique de sortir un livre avec mon prof de français de collège, que je trouvais très mignon, soit dit en passant. Et voilà, si ça c'était génial. On l'a travaillé alors celui-ci en plus on l'a travaillé avec Samuel, Ouais. puisqu'on a fait, une maquette. Sam C'est notre première collaboration, tous Ouais, les 2 c'est la toute première, je crois. pour faire. On a ensuite, fait, plusieurs, mais c'est vrai Donc qu'on a c'était à chaque fois une maquette que Sam mettait en lumière et il prenait les photos sous certains angles de vue et ensuite moi je revenais, faire l'illustration par-dessus. Beau souvenir. oui, puis qui en plus a donné derrière, plusieurs autres livres parce qu'il y a toute la collection, il y a une petite collection par maquette, c'est le Nez l'araignée, le loup, mais il y a aussi, mince, j'ai perdu le nom, le voyage, oui, ouais, Voyage merveilleux d'Adèle. Jadel qui est un peu l'apogée de cette technique-là. Celui-ci aussi a très bien marché, mais enfin, d'ailleurs, quasiment là, toutes les maisons d'édition d'où je vous parle, elles ont fermé leurs portes. Et donc, mon troisième méga souvenir de ouf, j'écoutais beaucoup Frédéric Lenoir sur YouTube. J'écoutais toutes ses vidéos, je lisais ses livres et tout ce qu'il disait, ça me faisait du bien. Ça me permettait de voir la vie sous un autre angle et de vivre plus sereinement. Donc voilà, en gros, grosse fan. Et un jour, j'ai tenté, je me suis dit: «Bon allez, je lui envoie un message, sur Instagram, on verra bien». De temps en temps, je jette des bouteilles à la mer comme ça en lui disant que j'adore ce qu'il fait et que j'adorerais, pouvoir, illustrer, enfin faire un projet avec lui. Et c'est Sam qui est venu me réveiller le matin en disant: «Laure, truc de fou, viens voir!» Et en fait, à 4 heures du mat, il m'avait répondu, il m'avait envoyé son numéro de téléphone direct. Vous imaginez, c'est comme si, genre, il y avait une star, que vous adorez qui vous envoie son numéro de téléphone, quoi. C'était fou et on a fait un projet ensemble, du coup, Les Contes de l'âme du monde qui ont été sortis,
aux éditions Robert Laffont. Donc voilà, ça a été incroyable, énorme. En plus, j'ai eu la chance de le rencontrer, on a bien discuté avec lui. C'est voilà, une très, très belle rencontre, un beau projet, qui a pas eu tant de succès. Enfin, il a été très bien vendu, mais à l'échelle de Frédéric Lenoir, voilà, il est assez vite passé, donc mais je garde ça en souvenir, très fort. Alors tu disais là, quand tu es devant donc on est devant, une grille où il y a 80 couvertures différentes, de livres, que tu as sortis, depuis, et je suis même pas sûr que cette liste soit complète. Je crois qu'il y a des livres il y a certains livres qu'on avait disparaître où les couvertures étaient vraiment, tu avais du mal à voir, Ouais, tu as ces quand tout même premiers gardé projets. un, là, je vois que je suis pas fan, mais Oui, on n'a pas, je sais qu'il y en a que il y en a quelques-uns certains il y qu'on en a a enlevés. quelques-uns qu'on a enlevés, donc tu es au-delà de ces 80. Sachant que alors, est-ce qu'il faut compter les 4 coriages? Parce que Mais je vois bon, qu'il y je a suis qu'un seul à 4 à coriages. 16 ans de carrière. Oui et oui mais tu disais donc qu'il y a plein de maisons d'édition qui ont disparu dans tout ce qu'on voit sous nos yeux, parce que c'est un peu aussi, la ce que je voulais, parler dans le sujet, c'est que, beh, voilà, le milieu de l'édition, c'est compliqué. Faut savoir déjà, alors j'ai des chiffres de 2024. À ton avis, en 2024, combien de livres jeunesse sont sortis? Oh là là, je suis sûre que c'est énorme. Alors je sais pas si 24 000. non, alors c'est moins, c'est 6 100, Ah, c'est 166, énorme. ce qui est déjà énorme. Là, tu parles que de la Je jeunesse? parle que de la jeunesse. Wesh! Alors imagine Ça avec tous les romans et tout ça. c'est un compte rendu sur la jeunesse. Waouh! Donc voilà, donc c'est vraiment, alors il y a de la Ouais, vente, faut hein, se faire sa place, hein, ça là-dedans. c'est le marché, jeunesse, c'est, 76 millions d'exemplaires vendus en 2024, pour un chiffre d'affaires de 370 millions. Voilà, ça donne un peu le donc c'est un marché qui est très foisonnant, il faut faire sa place et c'est de pire en pire. En fait, il y a une surproduction, dans la jeunesse, enfin, je pense aussi dans les autres, mais nous, c'est la jeunesse qu'on s'est beaucoup renseigné parce que c'est là-dedans qu'on est bercé depuis maintenant plein d'années. Voilà, il y a beaucoup d'exemplaires qui sortent tout le temps. Pourquoi? Parce que, beh, quand on sort un exemplaire, on est mis en tête de gondole, au moment où il est sorti, donc c'est là où on a le plus de visibilité et en fait, les éditeurs sont partis dans une lutte pour être le plus possible en tête de gondole, bah, un éditeur a envie d'avoir un nouveau livre régulièrement, comme ça il est régulièrement en tête de gondole et lui, il continue à vendre. Au détriment des auteurs, parce que par contre, bah, l'auteur il peut pas produire un bouquin tous les mois pour être tous les mois en tête de gondole, mais l'éditeur, lui, peut se permettre d'avoir plein de bouquins et d'être toujours en tête de gondole et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Malheureusement, alors vous allez dire: «Oui, mais il perd de l'argent, si le bouquin est pas vendu». Mais non, parce qu'en fait, il y a tout un système en plus où le bouquin, alors en tout cas les libraires, s'ils ne vendent pas le bouquin, le libraire a le droit de renvoyer le livre. Donc pour le libraire, il y a aucun risque. C'est-à-dire que le libraire, on lui donne plein de nouveautés, il les met en avant. Si c'est pas vendu, il renvoie une fois qu'il veut te faire de la place, il renvoie les bouquins qu'il a pas vendus, à la maison d'édition qui rembourse et donc du coup, il y a aucun risque pour les libraires et pour les éditeurs, le coût d'un livre, il est que de quelques centimes. Plus on produit en masse et moins ça coûte cher, mais souvent un livre, il va être, autour d'1 € le livre et donc du coup, produire beaucoup de quantité et même s'il en vend peu, lui, il touche une grosse partie de la vente du livre et donc du coup, ça marche ce système-là. Donc c'est un système qui est vraiment pas beau et en plus de ça, il y a un intermédiaire entre la maison d'édition et l'éditeur, c'est le diffuseur, c'est donc celui qui va prendre les livres à l'éditeur, les stocker et gérer la distribution pour les amener chez les libraires et lui, il est pareil, il est vachement dans cette optique de faire tourner les choses, plus il fait tourner, plus ça arrange et en fait, il pousse les maisons d'édition à avoir des grosses quantités et on sait qu'on a vu plusieurs maisons d'édition qui pourtant avaient des petits succès, des beaux projets, couler par ce biais-là, du fait qu'on leur demande, aux petites maisons d'édition d'avoir beaucoup de volume s'ils veulent être diffusés. S'ils veulent être bien diffusés, on leur demande d'avoir du volume régulier et du coup, en fait, ils coulent, il y a beaucoup de maisons d'édition qui coulent à cause de ça. Et donc c'est là où on va pouvoir parler de combien tu touches sur un bouquin. Est-ce que, donc toi tu dis que tu vois que c'est combien le pourcentage en moyenne que tu touches sur un bouquin? Quand, on fait auteur et illustrateur, alors c'est très étonnant, le coût de la vie augmente, mais la rémunération des auteurs baisse.
C'est-à-dire qu'au tout début, on avait 10 sur, le prix du livre et en fait, c'est passé à 8 chez tous les éditeurs. Du coup, beh, je touche, à peu près, en fonction, du prix du livre, Alors je parlais en pourcentage, ouais. Je reste sur donc le site, de la charte des auteurs, mouais. leurs dernières études de marché sur le livre jeunesse, alors sur l'album jeunesse, parce ils étudient aussi les BD et tout. Moi, je me suis concentré sur l'album jeunesse qui est ton cœur de métier à toi. On estime eux, ils ont trouvé leur calcul en moyenne de tous les contrats qu'ils ont vu passer, c'est 5 5 c'est le pourcentage médium. Ils ont observé de 0,5. Ils ont vu des contrats à Bah, chez 0,5 Hachette, j'avais 1 hein. et jusqu'à 10. 0,5 c'est la Voilà, et le médian, donc c'est-à-dire qu'il y a autant de contrats qui sont sous les 5 que de contrats qui sont au-delà de 5. Donc en moyenne, un auteur touche 5. Sur un bouquin qui coûte 20 euros, l'auteur en touche 1 euro. Et attention, on parle d'un euro brut, c'est-à-dire qu'après, il faut payer les charges dessus. C'est même pas encore, c'est pas, voilà, Après, c'est du encore plus. coup, c'est là où intervient l'avaloir, ce que je demandais très souvent, c'est-à-dire qu'on peut demander entre 1000, enfin, au tout début, ça pouvait être 800 que j'avais, maintenant je demande entre. Alors, je vais expliquer ce que c'est que l'avaloir, du coup. L'avaloir, c'est une somme que touche l'auteur, en général, avant la création du bouquin ou des fois en 2 parties, une partie avant et une partie au moment où le bouquin est rendu. Mais c'est en tout cas une somme que touche l'auteur avant que le bouquin soit édité et soit en librairie, et c'est une somme qui est une avance sur les droits. Donc on disait tout à l'heure, un auteur en moyenne, il touche, voilà, sur, on va dire, donc 5 c'est la moyenne, ça c'est sur les ventes, mais en fait, il va toucher une avance. Alors Et on peut pas nous la reprendre. et Donc donc ça on va veut pas la dire que c'est ouais. un même Si oui. si on n'a pas dépassé en termes de quantité de stock vendu, ce qui est souvent le cas, enfin en tout cas pour, moi, moyenne illustratrice, pas forcément très connue. Mais oui, c'est assez rare qu'on dépasse, mais ça permet au moins de se dire: «Bah, voilà, je suis payé telle somme, je sais que je toucherai, 1 000 ou Donc c'est 2 000 €», voilà. Donc c'est une somme perçue qu'on peut pas te reprendre, mais ensuite sur les ventes de bouquins, tu toucheras plus d'argent tant que la vente de tes bouquins n'aura pas rapporté plus que cet avaloir, et à partir du moment où tu dépasses, et ben, à ce moment-là, tu te remets à toucher des droits d'auteur. Dans l'album jeunesse, cet avaloir, il est entre 0 et 10 000 euros, avec une médiane à 1 250 euros. Donc en général, pour un album jeunesse, les auteurs vont toucher 1 250 €, enfin, il y a autant de contrats au-dessus qu'au-dessous. Ça, c'est une moyenne? La moyenne est à 1 500 et le médian est à 1 250. Donc le médian, c'est-à-dire qu'il y a autant de contrats en dessous de 1 250 que de contrats au-dessus de 1 250. Mais quand tu fais la moyenne de tout ça, ça fait 1 500. D'accord. Voilà. Et par rapport à tout ce qu'on disait justement, donc chez les gros éditeurs, il y avait un peu ce côté-là et j'ai fait un livre, il y a quelques années qui est sorti chez un éditeur régional. Alors là, pour le coup, il y avait pas d'avaloir et j'avais 4 il fallait que j'attende que les livres soient sortis et vendus pour toucher des sous. L'empêche que la première année, j'ai touché 800 €, donc là, c'était vraiment par rapport aux ventes qui avaient été faites et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que comme c'est un éditeur de région, bah, ils vendent leurs livres tout le temps. Ça passe pas, voilà, ça tourne tout le temps, quoi. Là, Oui, les livres sont pas jetés, parce qu'une voilà, les pratique livres sont pas courante, jetés ou mis au on dit pilon, pas quoi, jeter parce que ça serait moche comme nom. On dit mis au pilon, mis pour au faire pi du PQ, quoi. voilà, mis au pilon, c'est ça. C'est-à-dire que c'est, le terme pour dire que le livre est envoyé pour être transformé en autre chose, souvent du papier toilette. Voilà. C'est bon à savoir C'est cette ça, info. vous sachez que quand vous allez aux toilettes, c'est sur des livres, que Vous essuyez. vous essuyez. Voilà, c'est classique, et donc du coup, c'est très souvent il y a les grosses maisons d'édition, pour pas, parce que garder un stock, ça coûte de l'argent, donc ils vont très souvent mettre au pilon, et puis en plus, dans ce roulement, ils vont pas forcément garder, ils vont peut-être garder un tout petit stock pour histoire de pouvoir continuer à le vendre sur le long terme, mais un stock mais tout petit. Et il y a même, régulièrement, moi j'avais vu des exemplaires quand on va dans des salons, les salons du livre, vous avez, des auteurs qui ont une pile de livres devant vous, et beh, souvent, alors je sais pas tout le temps, mais j'ai déjà vu que ces livres partent au pilon. C'est-à-dire qu'on ne renvoie pas les livres, au stock. Une fois que le salon est passé, au lieu de renvoyer, de redispatcher, ils mettent au pilon les bouquins qui ont pas été vendus. Il y a un gaspillage de papier, monumental. Bon, gaspillage,
c'est recyclé, mais bon, il y a tout le trajet de camions et tout qui ont été faits pour l'imprimer, avant, voilà. Pour, revenir un peu là sur les pourcentages, alors du coup, pour se rendre compte, en général, la valeur médian, il est à 1 250 €. Ça veut dire que sur un livre vendu 20 € où tu touches 5, il faut avoir vendu 1 250 livres, quoi, en fait, pour, espérer, commencer à toucher 1 € de plus, pour chaque bouquin. Et 1 250, c'est beaucoup pour pour une petite, pour un livre jeunesse. C'est déjà un beau succès. Mais justement, je Heu me dis que celui, des Ardents, il a vraiment bien marché Ouais. alors. Il y a la Charte, elle s'est amusée à faire une campagne, donc la Charte, c'est une association d'auteurs, enfin, pour, essayer de protéger les droits d'auteur et de soutenir les auteurs dans leur démarche. Ils ont fait une campagne très drôle où ils ont pris la moyenne, du prix du livre et du pourcentage, et ils ont fait des affiches, en disant, beh, un auteur, pour acheter une baguette de pain, il faut qu'il ait vendu 2 livres. Pour aller acheter une boîte de paracétamol, il faut qu'il ait vendu 4 livres. C'est drôle ça, ce Pour qu'ils ont acheter fait. un poulet, c'est 18 livres. Une petite chemise à 35 €, 62 livres. Un ordinateur pour travailler, 1 667 livres. C'est-à-dire qu'un un bouquin, du coup, un bouquin, la vente d'un bouquin, ça peut te permettre d'acheter l'ordinateur qui te permet de créer le bouquin. Mais il faut savoir, alors je vais vous donner une autre, ce qui les auteurs, même les plus connus, même ceux qui travaillent chez l'école des loisirs, ne touchent pas tant d'argent que ça grâce aux livres vendus. Par contre, par exemple, je sais qu'à l'école des loisirs, ils vont faire plein de démarches auprès des écoles, des salons, et en fait, les auteurs vont dans les écoles pour faire des interventions, parler de Mmh. leur métier, faire des activités avec les élèves. Et en fait, la charte justement a un tarif, et c'est comme ça que, les auteurs se font le plus, enfin, se font un salaire, quoi. C'est la vérité, c'est que c'est pas la vente du livre, c'est tout ce qui tourne autour, en fait. Ouais, sur le site toujours de la Charte, la Charte, annonce que 60 des auteurs tirent moins de 25 de leurs revenus de la vente de leurs livres. C'est-à-dire que la Ouais, majorité c'est ça. des auteurs, leur livre, ce n'est que 25 de leurs revenus. Et il y a que 20 des auteurs où la vente de leur livre représente 75 de leurs revenus. C'est vraiment une toute C'est petite ceux qui ont partie les des gros auteurs. succès, parce Ouais, que moi j'en connais qui sont très, très, très bien vendus et malgré tout ça leur suffit pas. et du coup, la réalité du secteur, c'est que, bah, voilà, c'est le multi-activité, c'est le fait d'avoir d'autres activités pour compenser. Avant juste un petit tour, pour parler un peu, pour finir de parler de la réalité, des chiffres, au niveau des contrats. Il faut savoir qu'il y a quelques contrats, alors ça se fait de plus en plus a priori, qu'il y a des paliers. C'est-à-dire que si vous vendez une certaine quantité de livres, si votre livre est un succès, le pourcentage que touche l'auteur va pouvoir monter petit à petit, voilà, de monter de 1 de plus ou 2 de plus. Ça se fait de plus en plus, et c'est conseillé par la charte de négocier ça, avec des montants. Alors il y a des maisons d'édition qui font ça pour, berner les auteurs, parce que du coup, ils donnent des quantités tellement astronomiques que c'est ingérable, et du coup, ça fait rêver un peu les auteurs, mais en fait, ça sert à rien. Et ensuite, il y a une tonne d'autres droits qui sont négociés dans les contrats et qui sont vraiment, genre si jamais la plupart des contrats, si jamais il y a une émission télé, une chaîne télé qui veut en faire un dessin animé, la plupart des contrats dit que la chaîne télé, si elle va te verser un droit pour, faire son dessin animé, l'éditeur touche la moitié, les auteurs touchent l'autre moitié. La plupart des contrats sont comme ça, donc ouais, vraiment les éditeurs, prennent beaucoup d'argent sur ça. Et donc, c'est là où on va basculer aux autres activités. Donc en effet, la majorité compléter, ils vont, faire, des animations, des ateliers. Ils vont aussi faire donc il y a certains, salons qui vont aussi payer. Alors les dédicaces, c'est quand même très rare, hein. Toi, est-ce que c'est arrivé une seule fois dans ta carrière d'avoir été rémunéré pour Ouais. dédicacer? C'est arrivé une fois? À Île, le salon de Île, j'avais touché, 100 € je crois pour passer la journée, sur place. C'est assez énorme, mais je crois que c'est la seule fois C'est où assez ça énorme, au taux bah, horaire, c'est vu pas, que d'habitude, oui, il y a rien. ouais, Non, 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 heu je réfléchis, mais je crois pas que j'ai pas souvenir d'en avoir fait d'autres où j'étais payée. Et du coup, ouais, donc voilà, il y a ça c'est donc je disais les rencontres.
et ensuite, un peu de vente en direct. Donc toi, tu as souvent travaillé à faire des illustrations pour les particuliers à une époque quand l'édition était vraiment très faible. Tu faisais beaucoup de faire-part, d'illustrations pour des baptêmes, pour des mariages. Ça a été une grosse partie des revenus et voilà, donc nous actuellement, on peut parler un peu de notre façon de vivre, c'est alors tiens, je vais te donner les chiffres, je trouvais assez intéressant. En 2025, donc tu as gagné, grâce à l'édition, 9 000 € de chiffre d'affaires, hein, donc il faut payer ensuite les charges dessus. Mais quand même! 9 000 €. Comment j'ai gagné ça? Ouais, c'est une bonne année, hein. En 2024, tu avais fait que 5 000, tu vois? Beh, même 5 000, je trouve C'est ça le donc ça, c'est le montant. Alors il faut bien sûr derrière, tu payes, la licence du logiciel tous les mois, on a quelques services, on est abonné à quelques services pour stocker les infos, pour, voilà, bon, il y a quand même 2-3 paiements, ah bah, oui, mais j'ai plus fait, les impôts. j'étais en train de réfléchir, mais en fait, quand je fais un oracle, j'arrive à avoir un bon avaloir. Parce que je cherchais, en fait, comment j'avais fait pour avoir ces sous. Donc c Et il y a eu avec, le livre, ça aussi, c'était une belle histoire avec Marie-Pierre Planchon Oui, et chez, Albin Michel dans la collection, Une histoire éolie et c'était 4 000 € d'avaloir. J'en oui, revenais pas, c'était énorme oui, c'est vrai que et il y a eu ça peu de livres vendus par rapport justement à cet avaloir que j'ai eu. ouais, c'est vrai que tu as eu ça en arrière. Et du coup, bon, pour compléter cette activité, parce que, on a nous, 3 3 grosses, choses. La première, c'est du continu de temps en temps à faire de la vente d'illustrations pour des particuliers, des ateliers. En 2025, c'est 2 800 € que tu as fait de ces activités. L'année d'avant, c'était 4 000, pour donner une idée. Donc voilà, et ensuite, c'est Patreon. Vous pouvez voir que ça diminue vachement Oui, et la société actuelle est vraiment, je sais que pour tous les artistes et les artisans, c'est compliqué et ça a chuté de moitié chez ouais. tout le monde. C'est vrai qu'en 2025, tu as fait ce contrat avec, France Inter, je sais plus quelle Oui, c'est maison d'édition, France France Inter, Inter, ouais, ouais. fait que tu as un gros montant en 2025, ce sera pas le cas, ne serait-ce que pas être le cas cette année en 2026. Ouais, Surtout non, que cette année, j'aurais en tu plus travailles que sur des projets sans avaloir, parce qu'il y a aussi des contrats mais en fait, où il y a pas d'avaloir, je donc travaille avec un éditeur de région parce que je me suis rendu compte que justement le livre, je gagne rien pour l'instant, mais dans le temps, ouais, il est toujours vendu, il existe toujours, voilà. et tu crois en ce projet et donc du coup, Ouais, j'y crois dur. on Mais verra j'aurai pas de sous on du verra en coup. 2027, parce qu'en 2026, du coup, c'est Ça vrai va que être un peu la dèche. l'édition va être très faible et donc l'autre partie des compléments, les autres compléments qu'on a, c'est les gens qui nous soutiennent sur Patreon ou sur Ulule. D'ailleurs, merci au Merci passage si beaucoup. pour, ceux qui nous écoutent. C'est grâce à vous aussi qu'on a lancé le podcast. Ouais. Donc ce sont 2 plateformes, Patreon et Ulule, qui sont des plateformes de soutien. Moi, j'aime bien appeler ça du mécénat participatif. Donc c'est permettre à plein de gens de donner une somme plus ou moins petite en fonction, de leurs envies, de leurs revenus, qui nous permettent d'avoir un complément d'un complément et en échange, on essaie d'avoir des petits retours. Les Là, notre choix qu'on a fait, c'est d'offrir un coloriage tous les mois aux gens qui donnent une petite somme. À 6 €, on envoie une carte postale, tous les mois par la poste et à 30, quelques euros, je ne sais plus exactement les montants exacts. Là, on envoie un objet, donc ça représente donc Patreon, ça a représenté, 4 100 € l'an dernier et 7 700 € l'année d'avant, sachant Mais que ça aussi, ça a été ouais, ça descend, tout ça descend. Sachant qu'en plus 4 100 et 7 720, ce sont les montants avant les dépenses parce que du coup, on a à peu près la moitié oui, de ça le l'argent ouais, c'est ça. qui part Ça a vachement baissé. parce qu'on imprime, on crée des produits exprès et les frais de port, qu'est-ce que c'est? Ça coûte cher. On peut en et ensuite il y a la boutique. Donc on a les cahiers de coloriage. Alors les cahiers de coloriage, on a fait 2. Alors ça, justement, c'est intéressant. C'est, une nouvelle manière, de vendre des livres, c'est de faire de l'auto-édition. Ouais, Il y en a de plus en plus, qui font ça justement parce qu'en auto-édition, on fait tout soi-même et en vendant en direct, on a une beaucoup plus grosse somme ouais. d'argent
qui Ah, rentrent. c'est pas simple parce qu'il faut avoir une Mais ce qui est activité. compliqué, c'est que, il faut soit avoir un diffuseur, soit enfin voilà, faut se Ouais. bouger pour les vendre parce que c'est pas si évident. Oui, parce que pour vous donner un ordre d'idée, à chaque fois qu'on a fait une campagne Ulule, alors à part une année où on avait fait un très gros succès, les dernières campagnes Ulule qu'on a fait, on a récolté 13 000 € en 2024 et 10 000 € en 2025. Mais ces sommes-là ont été intégralement utilisées pour acheter le livre et les envoyer aux gens qui l'avaient précommandé pendant la campagne. Il nous restait à peu près 2 000 €, mais c'est à peu près l'équivalent de ce que des charges URSSAF parce que cette partie-là, c'est moi qui la gère et du coup, j'ai l'URSSAF dessus. Donc les campagnes Ulule, en général, elles ont été, à l'équilibre. C'est-à-dire qu'elles nous ont rien rapporté, rien coûté. Mais, heu, là où enfin, quand je dis qu'elles ont rien rapporté, c'est un peu faux parce que par contre, ce qu'elles ont rapporté, c'est du stock et ce stock-là, on le vend sur la durée et du coup, vu que le stock a entièrement été financé, bah, ça permet d'avoir sur la durée des petits revenus, mais qui sont quand même pas mal. Et donc ensuite, on a la boutique sur laquelle on vend du tissu, on vend des choses imprimées. J'ai estimé là que la boutique, l'an dernier, une fois que j'ai payé, les fournisseurs, les frais de port, les charges, on est à 6 400 € sur la boutique de gagner l'an dernier. Sachant que ces 6 400 €, c'est une activité commune. C'est-à-dire que moi, je passe autant de temps que toi, dessus, à maintenir le site, à préparer les envois, voilà. Et l'an dernier, et en 2024, non, 2020, oui, 2024, on était à 11 000. Ouais, tout a énormément chuté, Ouais. faut trouver, d'autres, bah là, Sam, travaillait un peu plus pour contrebalancer. Oui, j'ai une triple activité, donc j'ai la boutique, et la gestion de l'or un peu de son de ça. Je suis développeur, donc je crée des sites web. Donc ça, c'est l'activité qu'en ce moment, je remets un peu plus en avant pour, créer du revenu et je suis artiste. Il m'arrive de gagner de l'argent en faisant des créations lumière, en faisant des ateliers de théâtre, choses comme ça. Voilà un petit peu pour la partie, économie de la vie d'artiste. Est-ce qu'on peut parler un peu de ta routine au quotidien? C'est quoi être illustratrice au quotidien? Le matin, je me lève, je Mmh. m'habille, je prends mon petit déjeuner, j'allume l'ordinateur très rapidement et en fait, alors ça dépend des périodes. Là, par exemple, en ce moment, comme je suis sur, de l'édition, j'ai ma tablette et le matin, j'allume mon ordinateur pour faire, mes dessins sur tablette jusqu'à midi. Ensuite repas, ensuite des fois sieste et puis, je reprends, jusqu'à ce que les enfants rentrent de l'école et des fois, je reprends le soir. Ou alors quand je parlais de ta routine créative, Ah, c'est pas ça ma routine? Moi, je c'était ma pensais un peu routine, plus à, comment, on travaille sur un livre, quoi. Parce que là, bon, je pense que les Moi, gens, vous en avez rien à faire, en fait. disons que c'est pas que tu en as rien à faire, c'est que je suis pas sûr que tu as surpris beaucoup les gens sur le fait que tu manges. Et oui, une illustratrice, ça mange, ça dort, en effet. Jusque-là, on n'est pas surpris. Non, Ah! je parlais plus un peu sur mais quand tu te mets sur une nouvelle illustration, c'est quoi un Alors, peu quand je me mets les sur étapes? une nouvelle illustration, d'abord, bah, je pars, très souvent de textes quand on parle de livres. Du coup, j'analyse, mon texte et j'essaye de voir ce que je peux faire qui va illustrer, mais qui va apporter autre chose, une autre lecture. Pas juste, montrer en image ce qui est écrit. Mmh. Je fais pas mal de recherches, je vais sur Pinterest pour regarder, par exemple, si je dois dessiner une fée, je vais chercher un peu, ce qui se fait en illustration de fées. Souvent, je cherche un peu des positions de personnages pour voir, pour me donner des idées, en fait et au bout d'un moment, ça me fait tilt. Je sais ce que je veux faire comme image et là, je commence à le croquis. Ensuite, quand le croquis est fait, je passe au trait, en fait, je fais un et quand mon trait est OK, je passe à la mise en couleur. Est-ce que tu serais capable, alors je sais que chaque projet est différent, mais là, en ce moment, tu es sur la collection, des contes et légendes, donc c'est une collection de livres sur lequel les illustrations sont quand même assez détaillées, où tu vas un petit peu loin. Tu penses que tu te situes à combien d'heures par illustration? Ouais, c'est vrai que en fait, plus le temps passe et plus je travaille longtemps sur mes illustrations. Avant, je passais pas autant de temps. Il y a eu des fois, je pouvais en faire 2 par jour. Là, maintenant, c'est plutôt, une illustration, c'est une journée et demie, donc 8. Ouais, puis là, on n'a pas les enfants, donc c'est des bonnes Et en journées et demie en plus, on plus, hein. n'a pas les enfants, donc ouais, je Ouais, dois être à 10 ou 15 heures pour une ouais. illustration.
Bon, après voilà, forcément, ça dépend de l'illustration, ça dépend des projets. Il y a des projets quand c'est pour les tout petits ont besoin de moins de détails. C'est même, important pour eux parce qu'il y a trop de détails, ils ont du mal à se concentrer, à suivre donc les bouquins pour enfants, En fait, j'en fais très peu des livres pour les ça tout pour le tout petit, petits. ouais, ça fait un bout de temps que tu en as pas fait. Ouais. Mais quand tu en faisais, c'était plus, et voilà, et puis en fonction aussi des budgets, parce que des fois tu fais des boulots pour des gens et qui ont un budget, et qui des fois te payent en taux horaire et donc forcément, bah, tu dois caler l'illustration dans le temps imparti. Oui, c'est Heu, ça aussi. Là où, sur des projets plus personnels comme, les comptes, actuellement, c'est forcément tu vas prendre plus ton temps parce que c'est toi qui choisis qu'est-ce que tu investis par Ouais. rapport au retour que tu espères, dans un an. Bah, j'y crois fort à ce projet, mais c'est vrai que je peux, là, ça se trouve, je suis en train de bosser comme une malade depuis 1 an, et le truc, ça a pas marché et Mmh. bah, Ah, c'est des c'est paris sur l'avenir, hein. voilà, c'est ça, c'est des paris, Qu'est-ce qu'on te souhaite pour l'avenir? Que ces projets de contes et légendes fonctionnent? carrément. Et que le spectacle, parce qu'en fait, on n'en a pas parlé, mais sur, un des livres, qui s'appelle Merveilles de France, mais qui est dans la même collection, Contes et légendes, on a créé un spectacle à partir de ce livre. C'est un rêve que j'avais depuis assez longtemps. Ça s'est fait, je ne sais pas comment, mais ça s'est fait et ça, c'est juste magique et du coup, je croise les doigts pour que le livre et le spectacle, fassent, Je pense fassent qu'on quelque chose de beau. on pourrait en faire un podcast des coulisses, de la création d'un spectacle Ouais, et carrément. c'était assez intéressant. Et du coup, oui, c'est une autre façon de diversifier ton activité, c'est d'avoir une activité artistique et d'espérer, aussi que ça complète. Sachant qu'il y a un petit parallèle parce qu'il y a des salons dans les salons du livre, il y a plein de salons, surtout sur ceux qui ont une grosse part jeunesse, qui programment aussi des spectacles en parallèle du salon. Et donc du coup, l'idée, c'est, un peu, bah, que Laure se déplace à la fois pour dédicacer, à la fois pour, jouer le spectacle. Donc voilà, les 2 choses se mélangent Ça et se va croisent ensemble, quoi. et on espère, voilà, que les 2 choses montent en même temps, l'un et l'autre. On croise fort les doigts. Ouais. Moi, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, avant de conclure? Pour s'il y a des personnes qui ont écouté le podcast, en se disant, «Est-ce que je me lance dans l'illustration?» parce que j'ai eu beaucoup de questions. Je vais peut-être juste en profiter pour dire, que déjà tant que vous n'avez pas d'enfants, foncez, essayez, enfin voilà, tant que vous n'avez pas de responsabilités, trop grandes, lancez-vous, vous avez rien à perdre. Ne lâchez pas. Si c'est une Après, je pense qu'à partir du moment où c'est une passion, vous lâcherez pas et n'écoutez jamais, enfin si, écoutez les gens qui vous disent des choses, pas cool parce que mais faites la différence entre la méchanceté et quelqu'un qui veut vous faire évoluer. Moi, du coup, si j'ai un conseil pour les nouveaux, n'hésitez pas à aller sur le site de la Charte des auteurs. Ouais. Ils ont une très bonne documentation sur comment négocier un contrat, que j'ai lu cet après-midi et même si, voilà, l'utilisation, c'est des requins et que vous aurez pas, C'est très compliqué de faire changer pour un voilà, contrat. mais il n'empêche qu'ils donnent des très bonnes clés et des très bons points de comparaison. Ça vous permet de voir si le contrat qu'on vous propose et s'ils ils ont beaucoup abusé ou juste un peu abusé et de pouvoir du coup renégocier des parties facilement. Ah, c'est vachement Parce que intéressant. ouais, j'avoue que moi ce que j'ai vu, j'étais en mode: «Ah, c'est si, au début de ta carrière, j'avais eu cette doc, sous les yeux, je pense qu'il y a des contrats qu'on devrait renégocier» et en tout cas, ça donne des possibilités et même des arguments. J'ai pas tout lu, mais il y a une partie, une colonne arguments, sur comment négocier et quoi dire. Donc voilà, Excellent. n'hésitez pas. Bon, bah, voilà, la charte des auteurs et des illustrateurs. N'hésitez pas du coup à laisser un commentaire, sur l'application sur laquelle vous êtes en train d'écouter ce podcast, ça nous aide beaucoup. On a eu des premiers retours. Alors ça fait que quelques jours qu'on a sorti le premier épisode, on tourne celui-là avec un peu d'avance, mais on a déjà eu des premiers retours qui nous ont fait très plaisir et puis en plus ça met en avant le podcast, donc n'hésitez pas à mettre un commentaire sur l'application actuelle où vous C'est êtes vrai actuellement. qu'on vous avoue qu'on ziote les commentaires et que quand on en voit un et la gentillesse des commentaires qu'on a eus, c'est vraiment du bonheur. Et si vous souhaitez nous soutenir, bah, n'hésitez pas à aller faire un tour sur, Patreon, ou Ulule pour, voir si ça vous dit d'être notre mécène, de façon, temporaire ou sur un temps plus long. Chaque, petit, enfin, que ça soit
Chaque une aide, petite goutte d'eau, comme le colibri. ouais, chaque bout d'aide, voilà, compte pour nous, nous aide à pouvoir continuer à rester artiste, dans la vie, malgré les conjonctures actuelles. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup.